Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième table ronde de cet événement Digital Habitat, les journées connectées de l'immobilier social. Une deuxième table ronde qui va être pour nous l'occasion d'aborder les questions de construction et de maîtrise d'ouvrage avec cette sous-question: quelles innovations pour développer et construire face aux nouveaux défis? Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec un premier tour de table de nos intervenants qui va vous permettre chacun de vous présenter, de donner quelques chiffres sur votre structure pour qu'on comprenne bien d'où est-ce que vous parlez, le nombre de logements gérés ou bâtis, vos implantations, et puis terminer par quelques mots sur votre vision du digital au sein de votre entreprise sur la thématique de la construction et de la rénovation. On commence avec vous, Jean-Pierre Mahé. Bonjour Jean-Pierre Mahé, vous êtes directeur du développement du logement social chez Eiffage Construction. Voilà, je vous demanderai de vous présenter, Eiffage Construction dans cette perspective de l'immobilier social, quelques chiffres et puis votre vision du digital au sein d'Eiffage sur la thématique de la construction et de la rénovation. On vous écoute. Eiffage Construction, c'est d'abord un groupe avec un promoteur intégré. Donc, je ne parle jamais d'Eiffage Construction sans parler d'Eiffage Immobilier, d'Eiffage Aménagement. Eiffage Construction, c'est 11 000 personnes, c'est un chiffre d'affaires de 3,5 milliards, essentiellement sur le territoire français avec quelques implantations en Europe. Et c'est surtout une présence assez forte et historique sur le logement, avec, selon les années, une quinzaine de milliers de logements construits et réhabilités, et avec une très très forte proportion une présence très forte dans le domaine du logement social et intermédiaire. Eiffage Immobilier, si on parle de cette partie que nous fabriquons nous-mêmes, hein, c'est 5 300 logements par an, alors avec une petite faiblesse l'année dernière pour des raisons que tout le monde connaît. C'est 5 300 logements par an, dont en général entre 35 et 40%, parfois plus, sont vendus en bloc à des bailleurs sociaux et des investisseurs du logement intermédiaire. Donc, c'est une approche ancienne, très à l'écoute des personnes qui sont autour de la table, hein, parce que ce sont nos principaux commanditaires. Merci à eux d'ailleurs. Et sur le digital, si on doit s'atteler au digital, il y a cette question qui se pose, elle est multiple. Elle est dans l'immobilier, dans les outils de vente. Nous avons développé un certain nombre d'outils de réalité augmentée pour justement avoir une meilleure perception. Il y a aussi la dématérialisation de nos réseaux, beaucoup de choses se font en digital et beaucoup moins sur le terrain. Les bulles de vente disparaissent petit à petit. Si on parle de nos métiers de constructeurs, bien, on développe énormément d'outils digitaux, que ce soit dans la construction ou dans la réhabilitation. Et ce sont des outils qui ont comme fonction d'aider d'abord à la relation, à une meilleure relation avec le client, parce que dans beaucoup de ces outils, on pense à les partager avec nos clients. Et puis, pour ceux qui sont purement internes, l'idée, c'est bien entendu de libérer nos conducteurs de travaux, nos compagnons, d'une partie de la paperasse, d'une partie de choses qui peuvent être automatisées pour leur demander de se consacrer au métier, à leur métier et pleinement à leur métier. Très bien, merci pour cette concision. Damien Van Overschelde, vous êtes directeur général de Hauts-de-Seine Habitat. Même exercice, petite présentation et puis votre vision sur le digital au sein de Hauts-de-Seine Habitat sur la thématique de la construction et de la rénovation. Alors, Hauts-de-Seine Habitat, donc c'est un office public HLM départemental rattaché donc au département des Hauts-de-Seine. On compte aujourd'hui à peu près 45 000 logements répartis sur 34 communes du département, principalement. Il faut savoir que l'habitat social dans les Hauts-de-Seine, c'est 27% de parc social. Et donc, on représente à nous seuls 20% en fait de parc social des Hauts-de-Seine, ce qui est quand même important. Donc, on est aujourd'hui, nous, très implantés localement avec un maillage d'agents de terrain, de proximité dans la relation client, dans la relation locataire, avec des gardiens, 250 gardiens sur le terrain, des agences de proximité, 9, et puis, évidemment, du point de vue de la production, on essaie de produire à peu près 500 logements par an et d'en réhabiliter à peu près 1000.
Alors, la relation avec le digital dans Haute-Seine Habitat, c'est bien entendu d'abord dans la relation client, comment on facilite en fait notre relation avec les locataires par le digital, mais c'est aussi donner des outils en fait à nos collaborateurs, y compris sur le terrain, par la possibilité sur des outils digitaux de passer des commandes aux fournisseurs, de faire des photos avec des smartphones et pouvoir documenter un certain nombre d'éléments, de pouvoir du coup rajouter un certain nombre d'informations dans une base, un ERP qui nous sert ensuite pour orienter nos décisions. Et du point de vue de la construction ou de la réhabilitation, le digital nous sert en particulier pour faire de la préfabrication, pour optimiser les délais et de faire du sur-mesure en fait sur ce qu'on a à proposer. Alors que ça soit la préfabrication dans du neuf, et de limiter du coup réduire les délais de fabrication sur le chantier, mais c'est aussi dans de la réhabilitation par exemple de pouvoir faire des fenêtres sur mesure grâce en fait à des outils digitaux et autres dispositifs novateurs comme des imprimantes 3D ou des choses comme ça. Très bien, merci beaucoup Damien Van Overschelde. Olivier Legonin pour Habitat 76, vous êtes sous-directeur du développement et de l'habitat. Même question. Tout à fait, bonjour à tous. Donc Habitat 76, c'est aussi un office public de l'habitat rattaché au département de la Seine-Maritime, donc sur une zone de tension qui est différente de celle des Hauts-de-France, bien entendu, puisqu'on est sur un secteur beaucoup moins tendu. Nous avons au sein de notre patrimoine à peu près 30 000 logements répartis sur un peu moins de 200 communes à l'échelle du département, donc une hétérogénéité patrimoniale assez importante, tant en termes d'implantation que de typologie. On a 15% de logements individuels, 85% de logements collectifs. On a un office assez ancien puisqu'on a fêté cette année nos 100 ans avec donc une moyenne d'âge de notre patrimoine de 44 ans. À l'échelle départementale, le patrimoine d'Habitat 76 représente à peu près 24% de l'offre locative sociale. Donc voilà pour les grandes données chiffrées. Je vais parler du digital par rapport à mes métiers liés à la maîtrise d'ouvrage à la construction neuve et en réhabilitation. Chez nous, c'est une résonance très précise puisque ça se traduit à travers la maquette numérique, le BIM. Je mets le doigt directement sur ce sujet-là. Le BIM qui pour nous, vient essentiellement d'une préoccupation liée à la gestion et à la fiabilisation de la donnée patrimoniale pour pouvoir justement prévoir et entretenir correctement notre bâtiment et qui, depuis maintenant 10 ans, a intégré tous nos processus de conception et de réalisation sur nos opérations d'investissement, qu'elles soient en construction neuve, ça a été les premières expériences que nous avons pu réaliser, et désormais à l'échelle de l'intégralité de l'investissement, c'est-à-dire la réhabilitation aussi. Donc, à travers le BIM, on voit bien que nous avons différents cas d'usage qui pourront être abordés. On a bien entendu la conception, on va avoir bien entendu la réalisation, et là je rejoins effectivement FH Construction où on va avoir besoin de métiers qui ont leur plus-value et qui doivent consacrer cette plus-value-là sur des choses fortes et donc éviter de perdre du temps, et ces outils doivent permettre d'éviter ces écueils-là. Et derrière, bien entendu, on a plein d'autres cas d'usage sur les métiers de la commercialisation, les visites virtuelles, tout ça. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui est un peu à la croisée des chemins et qui porte notre stratégie depuis 10 ans sur le sujet. Très bien, merci Olivier Legonin. Je crois qu'effectivement, on va beaucoup parler de BIM pendant cette session, mais pas que. Philippe Romignon, vous êtes président du directoire de Vilogia et vous nous faites l'amitié d'être avec nous ce matin. Même question, petite présentation et puis votre vision du digital dans ces métiers-là. Bonjour à toutes et à tous. Philippe Romignon. Alors Vilogia, c'est un groupe de 75 000 logements qui est un groupe national aujourd'hui, présent historiquement d'abord sur la métropole lilloise et qui, depuis une quinzaine d'années, s'est développé dans d'autres métropoles. On est présent sur 7 autres métropoles, dont l'Île-de-France, grande métropole.
Nous avons là aussi plus de 100 ans d'âge. Notre société d'origine est de 1906 à Lille. Nous avons, d'habitude, nous construisons entre 1500 et 2000 nouveaux logements par an et à peu près sur le même volume de réhabilitation. Et puis, l'utilisation du numérique chez nous, je vais pas faire redite, évidemment. La relation client, c'est de plus en plus avec une application client dans laquelle les clients trouvent de plus en plus de capacité à pouvoir faire des paiements en ligne, récupérer leur quittance, etc. L'outil pour les collaborateurs, évidemment, la capacité à faire des états des lieux d'entrée ou de sortie sur tablette, là aussi, ça progresse. On est sur des territoires sur lesquels c'est passé à 100%, et petit à petit, ça gagne sur les autres territoires. La vraie question, c'est nos ERP centraux. Nous, on a un gros ERP central, comme la plupart de nos collègues, qui s'appelle ICOS. Donc, il faut que tout ça puisse se brancher de manière compatible. Évidemment, la maquette numérique, là aussi, nous avons utilisé notre territoire lyonnais, où un petit peu moins de 3000 logements, pour mettre en place la maquette numérique, d'abord sur le neuf, ensuite sur le rétrofit, les réhabilitations. Effectivement, d'abord pour pouvoir avoir une facilité de gestion. Mais moi, je vais parler du numérique sur un projet assez innovant que nous portons avec de nombreux autres collègues HLM, qui s'appelle Energy Strong, qui est une méthode très industrielle, mais aussi à base de numérique pour réhabiliter des logements et les rendre à énergie zéro. En fait, il s'agit de construire des façades en usine qui soient basées sur des relevés numériques des façades existantes. Et ensuite, en très peu de temps, on vient coller ces nouvelles façades très isolantes. On vient rajouter sur les toits des panneaux photovoltaïques. Et moyennant un système énergétique assez simple, on transforme un logement qui est souvent une épave thermique en logement à énergie zéro garanti pendant 20 ans. Le logement produit également l'énergie justement nécessaire à la consommation de l'électroménager, des ordinateurs et autres télévisions. Et donc ça, nous avons mis ça en place de manière expérimentale sur 10 logements à M, ici en métropole lilloise, et nous essayons de le généraliser en regroupant des groupements de commandes comme à Nantes, comme ici dans les Hauts-de-France, parce que évidemment, la méthode industrielle ne repose que s'il y a de très longues séries pour faire chuter le coût. Pour l'instant, c'est encore un système de réhabilitation qui est très onéreux, nettement plus onéreux que les réhabilitations thermiques classiques. Mais ça gagne que si, évidemment, on y rajoute toute la partie, j'allais dire, relevé numérique. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Remignon. Vous nous en parlerez tout à l'heure plus en détail. Fabienne Abécassis, bonjour. Vous êtes directrice générale de Logirem. Merci d'être avec nous ce matin. Même question, petite présentation et votre vision du digital dans ces métiers-là. Logirem, c'est une société qui a 60 ans, donc plus jeune que mes collègues. On fêtait notre anniversaire l'année dernière. Bon, le Covid nous a empêché pas mal de manifestations. Nous sommes filiales des caisses d'épargne, le groupe Habitat en région, et donc notamment dans le Nord, avec les SIA, que Philippe Rémignon connaît bien. Notre particularité, c'est d'être extrêmement impliqué dans les projets en rue. Ça impacte un quart de notre patrimoine et on a la moitié de nos logements qui sont en politique de la ville. Donc, ce n'est pas forcément le sujet de la table ronde, celle-ci, mais c'était le sujet de la table ronde avant et peut-être ça sera évoqué plus tard. Ça pose aussi le souci du digital avec des populations qui sont très, très, très éloignées de tout ça. On a un objectif d'ici 2025 d'avoir un patrimoine renouvelé depuis moins de 10 ans, donc soit réhabilité, soit en neuf. Et on investit plus de 60 millions d'euros sur le patrimoine. On a un plan de rénovation extrêmement ambitieux parce qu'on a un patrimoine qui a beaucoup souffert et qui a maintenant besoin vraiment d'être à la fois mis au niveau du point de vue évidemment énergie, mais également adaptation au vieillissement, ce que font aussi certainement mes collègues. Donc voilà, 22 000 logements en Corse et en région sud, principalement à Marseille, mais pas que, puisque depuis une dizaine d'années, on se développe également dans les Alpes-Maritimes.
Comme disait le collègue en Normandie, hein, une de nos caractéristiques, c'est qu'on a un patrimoine à la fois très concentré sur Marseille, mais pour le 2 tiers du reste du patrimoine, assez éparpillé. On est sur 74 communes. Et donc là aussi, le numérique, quand on est éparpillé, bah, c'est un moyen quand même de rapprocher. Alors, je pense notamment sur la communication locataire, puisque notre approche du numérique à Logirem, qui est assez récente. C'était d'abord une entrée client avec l'idée de fluidifier notre relation aux habitants, aux partenaires. Fluidifier la relation aux habitants, bah, c'était notamment pour une communication qui ne passe pas par le traditionnel affichage dans les cages d'escalier, puisque quand voilà, vous êtes sur 74 communes, certaines elles sont assez éloignées des bases, même si on a, comme tous mes collègues, des bureaux de gestion avec un maillage assez dense. Il n'empêche qu'on a beaucoup de points éloignés. D'où voilà, le développement, comme mes collègues le disaient, de tablettes pour les gardiens, différents outils numériques, les avis d'échéance dématérialisés, et puis surtout une grosse campagne voilà, pour digitaliser aussi nos habitants, parce que l'enjeu, voilà, c'est pas tout d'avoir les outils digitaux, il faut aussi que nos habitants ne restent pas. Et c'est vrai que la crise sanitaire a permis de faire de gros progrès, même si on voit qu'on a encore une grosse partie de nos habitants qui restent éloignés. Et voilà, il ne faut pas les oublier dans tout ça. Donc, on a démarré un projet qui a été livré en janvier hein, avec une maquette numérique. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et tout comme nos collègues du Nord, hein, on essaie avec les bailleurs du Sud de s'intégrer dans les marches Énergie Sprong, puisque effectivement, pour l'instant, le problème, c'est que ça coûte plus cher aujourd'hui. C'est toujours le problème hein, de démarrer ce type de projet, mais on est aussi convaincus que ça sera source d'économie plus tard, si tant est qu'on maîtrise bien nos données numériques. Merci Madame Abécassis. Patrick Comte, on termine ce tour de table avec vous, directeur général délégué de Amétis Rhône-Alpes Auvergne. Bonjour Monsieur Comte. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement en charge d'Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai également en charge la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Donc, au niveau d'Amétis, pour rappeler l'histoire de cette société, c'est un groupe qui s'est créé en 2002 avec une vocation qui a été de réaliser des logements sociaux, des logements que nous voulions très qualitatifs, et ceci afin de proposer des opérations au plus grand nombre. Amétis aujourd'hui, c'est près de 14 000 logements réalisés. C'est aujourd'hui 4 600 logements en cours de réalisation, 140 collaborateurs. Il y a toujours dans notre démarche une démarche qui est d'intérêt général. Nous proposons très majoritairement des opérations vendues en bloc à des bailleurs sociaux, c'est en lien toujours étroit avec les collectivités. Et souvent, nous leur achetons d'ailleurs des terrains pour bâtir leur production de logements aidés. C'est une démarche que nous faisons avec également un engagement culturel, avec l'intervention d'artistes, au niveau du groupe Amétis, une particularité, c'est que le groupe Amétis a un groupe de librairie, qui est le groupe Florence. Donc c'est une démarche aussi assez appliquée. Et puis, nous insistons beaucoup sur la qualité architecturale de nos opérations. Donc, en ce qui concerne le lien avec le digital, aujourd'hui, nous avons à la fois une approche au niveau communication, tant en interne qu'en externe, avec une filiale qui est également dédiée à la réalisation de logements abordables, donc logements libres vendus à un prix inférieur au prix du marché, de l'ordre de 20%. Cette filiale, c'est la filiale Ideum, qui est donc très orientée sur le digital dans sa communication via les réseaux sociaux, via les supports dématérialisés. Et puis en ce qui concerne notre activité, notre cœur métier de vente en bloc à des bailleurs, nous avons et la pandémie nous a aidé à avancer sur cette thématique-là. Nous intervenons à la fois, bien entendu,
dès la promesse de vente, l'achat des terrains sur des supports dématérialisés. Nous avons également beaucoup travaillé avec une dématérialisation des contrats de réservation. Nous sommes en phase test pour dématérialiser également les appels d'offres au niveau des entreprises. Nous sommes passés, et ceci dans un souci de protection des équipes, à une signature maintenant dématérialisée du non-marché. Ça a été mis en place après le premier confinement. Et puis, pour tout ce qui concerne nos chantiers, nous avons en place une procédure matérialisée pour le suivi, notamment des levées de réserve, parce que le principe, c'est que quand nous livrons une opération à un bailleur social, il faut que les réserves soient levées, parce qu'on sait qu'après, il est très difficile de réintervenir. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Comte. Merci à toutes et tous pour ce premier tour de table de présentation. On va rentrer dans le vif du sujet avec un petit point sur l'actualité, la situation et les évolutions, les perspectives d'évolution dans la construction notamment avec Jean-Pierre Mahé pour Eiffage. Monsieur Mahé, comment sera conçu d'abord et construit ensuite un bâtiment dans 10 ans? À quelles innovations majeures est-ce qu'il faut s'attendre et se préparer? La première, moi je reviendrai sur un sujet que je n'ai pas abordé parce que je suis resté très général dans ma première intervention, mais qui a été repris par l'ensemble des intervenants, c'est le BIM. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir quelque chose sans raisonner BIM. Nous avons par exemple déterminé que à une échéance très rapide, ça a été un tout petit peu là aussi retardé par la Covid, mais là 100% des opérations d'Eiffage Immobilier seraient BIMées. Voilà, et que le promoteur puisse en tout cas faire 100%. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de bailleurs sociaux dans leurs appels d'offres en conception-réalisation où nous demandent, exigent cette chose. C'est quelque chose qui va très bien et qui va dans le sens. Donc, je n'imagine pas dans 10 ans autre chose que 100% des opérations, qu'elles viennent du secteur public, du secteur privé, de l'interne, de ce que nous autofabriquons, que ne soit pas BIMé. Monsieur Mahé, ensuite, Monsieur Mahé, est-ce que je peux juste vous demander tout simplement pour les gens qui nous regardent de nous résumer vraiment en quelques mots ce qu'est le BIM? Tout le monde a entendu ce mot, mais qu'est-ce que ça recouvre précisément et quels en sont les enjeux? Le BIM, c'est la modélisation des bâtiments dès la conception. Cette modélisation permet de numériser de tout et d'éviter à ce stade-là, dans la collaboration entre les différents intervenants, que ce soit l'ensemble des concepteurs, mais puis ensuite des constructeurs, que cette modélisation permette d'éviter des erreurs qui étaient des erreurs qu'on faisait sur le papier. Et que techniquement, par exemple, deux gaines qui passent à un même endroit sur un plan papier, eh bien, le BIM permet d'éviter, par exemple, cette superposition et d'anticiper le problème qu'on découvrait avant sur le chantier et que l'entreprise et les concepteurs résolvaient sur le chantier. C'était des sources de non-qualité, c'était des sources de retard, c'était des sources de surcoût et de pertes pour les entreprises comme de perte de temps et d'argent donc pour les entreprises notamment. Donc aujourd'hui, le BIM, c'est cette manière collaborative de pouvoir travailler. Nous travaillons y compris sur l'existant puisque nous avons actuellement 2 chantiers très poussés en BIM en réhabilitation, l'un pour Habitat du Nord, l'autre pour Moselis, dans le cadre de choses encouragées par le PUCA. Et nous sommes lauréats de PUCA BIM. Et cette démarche-là, et bien entendu, elle consiste à étendre ce que nous avons commencé dans la conception, puis la réalisation de nos ouvrages neufs, à l'étendre aux bâtiments existants. Et il y a quelque chose qui est fondamental, hein, c'est que, et c'est tout ce travail, c'est d'interconnecter tous les outils, parce qu'en réalité, ensuite, nous intervenons sur quelques années, quelques mois plutôt, en général, sur une construction, sur une rénovation, mais celui qui va porter, je pense notamment à nos clients principaux qui sont les bailleurs sociaux, qui vont porter ces bâtiments pendant 50, 70, 100 ans, et bien qu'ils puissent ensuite transférer toutes les informations issues du BIM
dans leur base de données qui vont leur permettre d'avoir des plans de patrimoine, d'avoir une gestion facilitée par la numérisation de leur patrimoine. Monsieur Mahé, vous dites que dans 10 ans, quand je vous pose la question, vous imaginez que 100% de la construction, de la conception de la construction sera sous BIM. Aujourd'hui, vous le chiffrez à combien? J'ai beaucoup de mal à vous donner un chiffre. Moi, je sais qu'en interne, nous tendons vers le 100% pour Eiffage Immobilier. Je serais trop prétentieux si je voulais vous donner un chiffre de la construction. Il existe peut-être, mais je ne l'ai pas. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, on s'y engage. Voilà, on est sur la bonne voie. Olivier Le Gonin, quelles sont chez Habitat 76 les expérimentations que vous allez mener, que vous avez prévu de mener dans les prochaines années? Alors, en termes d'expérimentation, alors on n'est plus vraiment dans l'expérimentation, on est dans le déploiement, puisque aujourd'hui, compte tenu de notre activité et de l'attention de marché qui est la nôtre sur le secteur Seine-Marin, on a mis en place un accord-cadre de maisons individuelles pour développer justement des opérations de construction de moindre envergure. Donc, on parle de pavillons de type 2 à type 4, avec des échelles d'opération qui vont de 3 logements à une vingtaine de logements. Et cet accord-cadre de maisons individuelles tend un peu dans l'esprit qui a été déjà évoqué par mes prédécesseurs, d'industrialisation, de standardisation ou de préfabrication, tend à développer des constructions hors site via des panneaux bois pour assembler directement les ouvrages sur place. Donc, bien entendu, on parle de digital, donc la conception d'un panneau préfabriqué rentre complètement dans le processus collaboratif de conception que préconise le processus BIM. Et donc, on est dans une approche à la fois donc de construction hors site pour fiabiliser la qualité, réduire les délais et bien entendu réduire aussi les coûts dans un objectif de production rapide, efficace et sur un dernier aspect qu'il ne faut pas négliger, essayer d'amener aussi à tirer les nouveaux métiers de la construction dans quelque chose de plus qualitatif, peut-être de plus attractif, avec des conditions de pénibilité. Le travail en atelier est plus simple que le travail sur chantier, qui soit amélioré. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Sur la construction neuve, derrière, bien entendu, ça doit avoir des résonances sur la réhabilitation. Donc, l'expérience Energy-Sprong, le cahier des charges Energy-Sprong est pour nous aussi assez inspirant dans le cadre de travaux d'isolation thermique par l'extérieur avec des solutions standardisées, avec, il est vrai pour nous, un défi important qui est… Alors, c'est un terme qui n'est pas très joli, mais on cherche à éradiquer nos pavillons F et G. Donc là, on est vraiment sur un sujet où on va rentrer dans cette approche d'isolation thermique par l'extérieur avec peut-être des procédés un peu plus massifiés, on va dire, pour pouvoir fiabiliser notre conception, réduire les coûts d'intervention, la gêne des locataires aussi, et garantir la qualité finale et le résultat en termes de performance. Je dis maintenant performance environnementale parce qu'on va avoir le poids carbone qui va tous nous préoccuper très rapidement. Oui. Donc, c'est plus que énergétique. Donc, là, voilà. Donc, les défis sont là avec le biosourcé en ligne de mire, les matériaux renouvelables et bien entendu aussi l'économie circulaire. Donc là, on voit bien qu'on est sur des objets qui sont complexes et des stratégies qui vont se superposer. Mais voilà, c'est aussi très, très enthousiasmant pour l'avenir, pour les années à venir. Et en quelques mots, le BIM dont parle M. Mahé, vous en êtes où? Alors nous, le BIM, ça fait longtemps qu'on est dessus. Donc là, je rejoins aussi M. Mahé. On a fait un peu un chemin inverse. On est parti vraiment de notre contrainte de gestion, la connaissance de notre patrimoine, la connaissance fine de notre patrimoine qui, on va se le dire entre nous, dans les années 2000, on a constaté qu'elle était très, très étayée sur la mémoire humaine. Et malheureusement, la mémoire humaine, elle n'est pas toujours… elle est perfectible, elle n'est pas infaillible. Et donc, on s'est lancé dans une recherche pour trouver un système de gestion technique informatisée de notre patrimoine, ce qui nous manquait, parce que sur les métiers de la gestion locative, on était déjà très bien digitalisé. Et ça nous a amené naturellement à opter pour un outil qui était compatible BIM. Et très rapidement, on s'est mis à réaliser du BIM en construction. Donc, on a lancé dès 2012 3 opérations BIMées
en conception-réalisation, je le signale parce que c'est quand même aussi quelque chose qui est très intéressant pour porter des sujets quand on commence. Hein. Le processus BIM, c'est du collaboratif, donc avoir tous les acteurs dès le début du processus de conception, c'est vraiment un gage d'efficacité pour pouvoir porter le dossier dans des bonnes conditions. Bien entendu, aujourd'hui, toutes nos opérations en construction sont BIMées, nos opérations de réhabilitation le sont aussi, avec une approche graphique qui est peut-être un peu moins prépondérante, puisqu'on va surtout être sur de l'actualisation de données liées aux travaux de rénovation. Donc, donc l'alimentation et l'actualisation de notre base de données patrimoniale. Et on expérimente désormais le BIM sur des plus petites opérations en corps d'état séparés, et ce qu'on appelle loi MOB classique. Donc là, on voit qu'on a une segmentation qui est un peu particulière et un rôle notamment de la maîtrise d'œuvre qui est déterminant pour le pilotage du processus BIM. Et alors, pour finir là-dessus, au-delà des avantages liés à la conception et à la construction sous BIM, est-ce que sur les immeubles qui ont été conçus, vous m'avez parlé de 2012, j'imagine que ces immeubles sont sortis de terre, ils sont exploités, ils sont habités, et ils sont maintenus aujourd'hui, est-ce que le BIM vous sert maintenant pour la maintenance, pour la vie de l'immeuble ? Alors, oui, c'est la volonté. Alors, c'est des bâtiments qui sont relativement récents, donc heureusement, on n'a pas encore trop besoin d'intervenir dessus. Donc, on n'est pas allé véritablement dans l'exploitation de ces données-là. Par contre, on a numérisé notre patrimoine fin 2015, donc c'est 30 000 logements. Et ces 30 000 logements-là, c'est des données qui sont agrégées dans notre système de gestion patrimoniale et qui permettent justement d'orienter, d'avoir une lisibilité assez précise sur la date de dernier renouvellement des composants, sur les caractéristiques techniques de nos bâtiments et de pouvoir planifier correctement notre stratégie de rénovation et de savoir ce que l'on veut faire en fonction des différents composants d'un bâtiment. Donc oui, ça a un intérêt direct dans le cadre des programmes pluriannuels d'investissement. Et derrière, dans le courant, alors c'est là où ça va être difficile de vous répondre sur un patrimoine récent, mais dans le courant, on va avoir tout notre personnel de proximité qui gère ce bâtiment-là, qui est aussi tout à fait en mesure de, sans se déplacer dans le logement, identifier les quantités de matériaux qui seraient à remplacer dans le cadre d'un état des lieux de sortie, identifier les caractéristiques techniques en cas de dégradation pour pouvoir passer des commandes directement auprès des entreprises et faire les réparations rapides. Donc, on voit bien qu'on est sur un gain de temps, d'efficacité et on aboutit notre processus de connaissance du patrimoine au bénéfice, encore une fois, de la gestion et du service client final. Très bien, merci beaucoup Olivier Le Gonin. Une petite information, si vous nous regardez et que vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas, il y a une petite fenêtre de conversation qui vous permet de poser vos questions par écrit. Je les prendrai en fonction de l'avancée des thématiques, je les prendrai au fur et à mesure, ou on se garde un petit temps à la fin, à 12h15, pour répondre en bloc à ces questions. Et puis je demanderai à nos intervenants aussi, s'ils veulent bien couper leur micro quand ils ne sont pas en train de parler. Voilà, tout simplement. Mais pas vous, Madame Abécassis, parce que c'est à vous que je vais m'adresser maintenant. Vous aviez parlé tout à l'heure de relations clients comme axe du digital chez Logirem. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les bénéfices pour les utilisateurs et puis surtout nous dire aussi s'il y a des implications sur la vie de l'immeuble, par exemple? Alors, plusieurs choses hein. Sur les outils qu'on a développés à destination des habitants. Enfin, je pense que par rapport à mes collègues hein, qui sont autour de cette table virtuelle, ce ne serait pas très original. Hein. C'est voilà, les tablettes pour les personnels de proximité qui permettent de faire les états des lieux, les tours de patrimoine. Pour les locataires, c'est évidemment tout ce qui permet d'avoir la vie d'échéance dématérialisée, le paiement sur l'application locataire. Enfin voilà, ça c'est. Je crois que là, à peu près tous les organismes HLM sont maintenant dans cette phase de digitalisation. Enfin, Ce matin, lors de la première conférence, on a parlé du mot que j'ai trouvé très joli et que j'aimerais bien qu'on conserve, de proximité augmentée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'ai entendu ça. Pour moi, cette approche, hein, c'est
pouvoir systématiser tous les processus, et d'ailleurs que ce soit sur un chantier ou que ce soit dans la relation locataire, ou dans les tâches administratives, systématiser tout ce qui doit être, tout ce qui peut être systématisé pour concentrer nos moyens humains et à l'accompagnement de ceux qui ont vraiment besoin d'accompagnement. Je pense que c'est une caractéristique à beaucoup de bailleurs, mais vraiment singulièrement à Logirem. On a vraiment une population qui est à l'écart de tous les circuits, hein. La digitalisation pour certains de nos habitants, eux, ils ont besoin d'avoir un tampon sur un avis d'échéance pour être assurés. On aura beau faire, c'est pas cette génération-là avec qui on arrivera à avoir. Voilà, c'est pas des gens qui vont utiliser l'application de leur banque voilà. Et donc pour moi, cette digitalisation, c'est tout ce qui peut être systématisé. On le fait pour voilà, nos habitants qui, un peu comme vous et moi, préfèrent avoir une relation avec leur banque sous forme d'application, hein. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous êtes rentré dans une banque, mais enfin, moi, personnellement, ça fait quand même des années que je n'ai pas mis les pieds, sauf quand je vais voir mon actionnaire. Pour la plupart de nos habitants, c'est ça. Sauf qu'il y a une partie des habitants, ce n'est pas le cas. Et pour ces gens-là, il faut pouvoir consacrer des moyens humains. Et même chose pour là, quand on parlait du BIM, hein, c'est tout ce qui peut être systématisé, ça permet de le faire, mais il y aura, même si Jean-Pierre Maillet a dit ça permet de prévenir des problèmes très en amont. Voilà, nous, on a une expérience BIM sur un chantier, même s'il y a des choses qui ont été prévenues bien en amont. Heureusement qu'on était avec une maquette BIM, parce que sinon, les problèmes qu'on a rencontrés sur le chantier, comme par exemple des problèmes de sécurité, hein, c'était dans un quartier en rue, vous avez beau BIMer ou digitaliser, des problèmes de sécurité, enfin voilà, les réseaux de deal, ils sont passés eux aussi à l'ère digitale, mais ils restent voilà, avec leurs propres moyens. Et donc, l'expérience de proximité augmentée, voilà, ça peut être utile, comme par exemple, là, on l'a fait là, dans le cadre de relogement en rue, on fait visiter aux habitants qui doivent être logés dans le bâtiment qui vient d'être livré, on leur fait visiter virtuellement, ce qui permet voilà, de se rendre compte, surtout que là, en période Covid, c'est pas très facile d'organiser des visites. Et puis, il y a plein d'habitants, hein, de la Saline qui sont très contents de pouvoir visiter leur logement de façon virtuelle. Après, il y en a beaucoup d'autres, tant qu'ils n'ont pas touché les portes-fenêtres, être à l'intérieur du logement, ça ne fonctionnera pas. Très bien. Il faut s'adapter à tous ces publics. On l'a vu ça aussi ce matin lors de notre conférence d'ouverture. Voilà. Merci, Madame Abécassis. Damien Van Overschelde, tout à l'heure, vous nous avez dit en introduction, vous nous avez parlé de cette sérialisation, je ne sais pas comment vous l'appelez, de construction en atelier, de ces façades, en l'occurrence, qui viennent ensuite, qui sont préparées et puis appliquées. Vous nous avez dit aussi que c'était encore à l'état un peu de prototype, puisque c'était encore plus... Le coût était toujours plus élevé que de la fabrication traditionnelle. Vers quoi on va? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va évoluer? Qu'est-ce que vous attendez pour que ça prenne? Ah, je ne vous entends pas, Monsieur Van Overschelde, il faut allumer votre micro. Voilà, c'est bon. Merci. En effet, j'avais coupé selon vos recommandations, mais j'ai oublié de le réactiver. Alors, je pense qu'il faut distinguer en fait la partie construction neuve et la partie réhabilitation. Pour nous, alors, pour ce qui est du neuf, effectivement, dès qu'on est sur de la conception-réalisation, en maîtrise d'ouvrage direct, on a capacité à effectivement exiger de nos prestataires de monter en BIM et donc du coup de récupérer beaucoup de données qui nous permettront ensuite de bien exploiter en fait le bâtiment. On a du coup un afflux de données assez important et au plus on en aura, au plus on sera performant en fait dans leur exploitation. C'est le big data, c'est comment on va chercher ensuite la donnée, comment on gère la donnée, qu'est-ce qu'on en tire. Et ce qui est un peu plus compliqué du point de vue
de la construction neuve, c'est quand on a recours en fait à des promoteurs, puisque en réalité, c'est plus compliqué de leur imposer un BIM. Et donc, comme en plus, eux, ils sont pas là pour exploiter, mais bien pour vendre et puis ensuite sortir du jeu, on a plus de difficultés aujourd'hui à étendre notre périmètre sur le neuf à la promotion. Donc, on est très attentif à garder une part de maîtrise d'ouvrage directe importante, justement, pour pouvoir améliorer en fait notre score de données. Alors, sur la partie réhabilitation, on est là aussi sur des volumes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une réhabilitation avec une maquette numérique, je dirais, si on n'a que des petits volumes. Donc, on va chercher effectivement un nombre significatif de panneaux de revêtement extérieur ou bien de fenêtres selon un standard qui va permettre effectivement une production en masse tout en étant sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, on est capable aujourd'hui avec des relevés télémétriques d'avoir des éléments de précision et d'avoir un coloris, d'avoir une ambiance, d'avoir une épaisseur, d'avoir quelque chose qui soit parfaitement adapté. Voilà. Donc, pour nous, l'idée, c'est d'étendre effectivement la capacité de faire pour éviter la perte de produits, hein, pour optimiser en fait les performances des matériaux utilisés, d'avoir du coup aussi des capteurs derrière qui nous permettent de vérifier que les performances atteintes sont les bonnes, les capteurs sur le chauffage, les capteurs sur les fluides, d'optimiser les coûts puisqu'il y a moins de pertes, donc a priori on optimise en fait la partie aussi environnementale et coûts de production, et puis également d'optimiser les délais avec un temps de chantier beaucoup plus court et des chantiers beaucoup plus propres. Alors c'est vrai aussi, logiquement, c'est vrai aussi sur tout ce qui est construction bois, puisque on est là sur des éléments de précision, c'est-à-dire que c'est comme un mécano ou des Lego, si vous voulez. Il faut arriver à ce que tout s'emboîte ou soit parfaitement agencé. Et ça, le numérique aujourd'hui le permet. Là où le facteur humain était un peu incertain dans le passé. Donc aujourd'hui, nous, on est vraiment persuadés que dans le futur, c'est vraiment la donnée, la gestion de la donnée en grande quantité qui nous permettra d'optimiser et de trouver des économies d'échelle. La création d'une filière bois, par exemple, passe inévitablement par de la production en grande quantité. Voilà. Aujourd'hui, c'était facile de faire de l'imprimante 3D sur des fenêtres en PVC. Mais comme on abandonne le PVC pour des raisons environnementales, c'est plus compliqué en fait de produire en imprimante 3D le bois des fenêtres. Hein. Par contre, si on a une découpe qui effectivement, elle, standardisée et bien précisée grâce au BIM et à la donnée numérique, on va gagner effectivement en efficacité et du coup en coût sur nos grandes séries de fenêtres. Quand on a par exemple une résidence où on a 3200 ou 3600 logements et qu'on change toutes les fenêtres, imaginez les volumes que ça fait. Donc là, ça devient intéressant. S'il s'agit d'une résidence de 20-30 logements, ça vaut pas le coup. En fait, on n'est pas aujourd'hui sur des séries suffisamment intéressantes. D'accord. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Patrick Comte, Monsieur Comte, chez Amétis, vous avez lancé la dématérialisation sur les métiers vente et technique. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du métier de vos équipes demain? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels vous allez faire évoluer la digitalisation? Alors, effectivement, nous sommes plus aujourd'hui dans une digitalisation de tout ce qui peut être tâches, on dirait, administratives. L'idée déjà, c'est d'arriver à gérer cette évolution, mais tout en gardant quand même des liens de convivialité, des liens étroits avec les entreprises. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même un challenge parce que
Bon, la digitalisation, c'est bien, mais si je prends l'exemple, par exemple, des signatures de marché, nous avions pour habitude de réunir toutes les entreprises, d'arriver à en faire un moment d'échange, un moment qui nous permettait de renforcer nos partenariats. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des solutions pour l'après-crise sanitaire, pour voir comment nous allons pouvoir arriver à marier les deux. Ensuite, pour ce qui est de l'aspect plus technique, nous travaillons beaucoup avec des PME, beaucoup sur des opérations d'une quarantaine de logements en moyenne. Il se trouve que le groupe a décidé de s'orienter sur une création d'opérations de plus grande envergure. Donc, il y a des directions de projet, des directions de grands projets qui ont été mises en place. Et l'idée, c'est maintenant de s'attaquer à des chantiers de près de 500 logements. Nous en avons fait un sur la région marseillaise, nous en avons d'autres sur Nantes, sur Paris, et également un beau sujet sur Montpellier avec des opérations multiproduits. Et c'est dans le cadre de ces opérations-là que nous envisageons de mettre en place des outils comme le BIM pour arriver à être avec un niveau un volume qui permette d'avoir à la fois des entreprises qui soient bien adaptées et rapidement opérationnelles. Très bien, merci beaucoup. Philippe Remignon, on parle beaucoup d'évolution, de digitalisation, de métiers, de processus de conception, de construction, de maintenance. Quelle place doit prendre, selon vous, le bailleur social dans ces évolutions, dans ces nouveaux métiers? Quel nouveau rôle ça lui donne au bailleur social? Excellente question. Merci. On a aussi effectivement la transformation de notre métier. On devient une plateforme. Vous savez, c'est très, très frappant de voir que les plus grosses capitalisations du monde aujourd'hui sont des plateformes. Finalement, Facebook, Amazon, tout ça sont des plateformes. En fait, nous avons vocation à nous transformer aussi en plateforme. On a une plateforme, entre guillemets, de logement. Hein. D'ailleurs, le système d'attribution très réglementé peut quand même être facilité par de l'aide à la mutation. On a nous mis en place un logiciel qu'on appelle en interne Atrimob qui finalement, lorsqu'un logement se libère, nous permet d'avoir une aide à la décision qui permet d'avoir avec un seul logement qui se libère, 4 ou 5 solutions par rotation, une forme d'intelligence artificielle. De la même façon, quand on a un centre de relations clients, nous on a une trentaine de positions avec des téléconseillers, et ben on peut aussi rajouter un peu d'intelligence artificielle, de l'IA, pour mettre des callbots qui permettent de réorienter sans que le locataire qui appelle ait l'impression d'avoir affaire à une machine, réorienter vers la bonne demande avec un peu d'intelligence artificielle. De la même façon, quand les locataires veulent venir en agence, plutôt que de faire la queue, on peut aussi utiliser un système type Doctolib pour qu'ils puissent avoir des réservations en agence. Donc, c'est ce qu'on a mis en place juste à la sortie du premier confinement. Ça a très bien marché. Mais aussi, on a des métiers qui sont en perpétuelle évolution. Chez Vilogia, nous sommes un groupe d'à peu près 1000 collaborateurs. Nous avons mis en place une université des compétences habitat, une université des métiers. Et là-dessus, tout de suite, on met en place une plateforme de digital learning qui permet en fait à tous les collaborateurs qui ont envie de continuer à se former de pouvoir avoir accès à des formations online, offline, sur justement un perfectionnement, une amélioration de leur propre processus. Et j'allais dire, par rapport à tout ça, nous, on a fait le choix de rejoindre ici un cluster finalement de PropTech qui s'appelle Maïmo, en fait. C'est pas un nom très sexy, enfin, du coup, aujourd'hui, Aura Technologie le transforme en property. Et donc, on a nos équipes ici, communication, SI, innovation, qui, j'allais dire, tous les mois, participent à des pitchs de start-up. La plupart sont des startups autour du numérique pour tout de suite, parce qu'ils ont beaucoup d'imagination, avoir la capacité d'en intégrer en incubation chez l'un ou l'autre de nos membres pour améliorer toujours et nos processus et notre proximité et l'accès à nos clients, ou plutôt faciliter l'accès de nos clients
à nos propres plateformes finalement, que ce soit notre plateforme logement, notre plateforme, j'allais dire, réclamation. Et donc, je pense qu'effectivement, du fait de la couverture de tous ces métiers, du fait que finalement nous avons créé plutôt des structures d'infrastructures, s'ouvrir grâce au numérique au métier de la plateforme, c'est en train de nous arriver à nous d'abord, avant que ça arrive effectivement à tous les autres. Donc, voilà, si ça vous paraît assez clair. Ça me paraît clair. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on profite de la présence de Jean-Pierre Mahé, qui représente ici un constructeur, au milieu de tous ces bailleurs sociaux que vous êtes, gestionnaires de logements, et, ma foi, commandeurs de logements aussi. Vous avez besoin de logements neufs régulièrement. J'aimerais qu'on vous pose la question, Jean-Pierre Mahé, et puis peut-être on pourra demander aux autres aussi de réagir. Quel est le type de relation que vous avez aujourd'hui avec les bailleurs sociaux? Est-ce que ce type de relation évolue avec la digitalisation? On parlait du BIM tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres sources d'évolution? À quoi il faut s'attendre vers l'avenir? Voilà. Qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui vous tient, et comment vous communiquez tous ensemble? Alors, là, ce n'est pas tellement la digitalisation qui a changé les rapports avec les bailleurs sociaux, ce sont les textes de 2009, après la crise que nous avons tous connue en 2008, qui ont institué parmi d'autres mesures deux choses qui sont la conception-réalisation, qui nous a permis d'être acteurs avec les architectes et les bureaux d'études dans la réponse aux attentes des bailleurs sociaux, donc d'être beaucoup plus impliqués dans la conception, d'être beaucoup plus impliqués dans l'écoute de leur cahier des charges. Et puis deuxième chose, ça a été la libéralisation de la VFA qui a changé les rapports. Aujourd'hui, cette question, lorsque les rapports que je peux avoir avec les différentes personnes qui sont autour sont des rapports qui tendent vers le partenariat. Moi, j'étais bailleur social au début de ma carrière d'ingénieur, et j'étais bailleur social, pardon. Je suis en train de me multiplier, j'étais bailleur social, et il y avait un rapport qui était de mettre d'ouvrage à entreprise, donc très encadré par un code des marchés publics ou des textes similaires au code des marchés publics. Et ces rapports ont profondément changé. Et les outils digitaux, je ne dis pas qu'ils y ont contribué, sont arrivés, l'extension, le fort développement des outils digitaux, en particulier depuis une dizaine d'années, a accompagné ces changements. J'en veux pour preuve, par exemple, lorsque je me place en tant que promoteur, une collaboration que nous avons eue avec la société qui s'appelait à l'époque maresidence.fr. Dans les démarches de développement de nos opérations, ces outils digitaux ont permis d'améliorer dès la vente du logement la relation entre l'acquéreur. Je vous interromps une seconde, on a du mal à vous entendre, on a un son un peu perturbé. Vous n'avez pas quelqu'un dans votre pièce qui a un ordinateur allumé, ou vous n'avez pas? Non. Bon. Là, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Voilà. Bon. Mais on a compris ce que vous disiez au début, hein, mais voilà, c'était juste un peu... Tout à fait. Donc, cet outil, par exemple, de la société Ensemble aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque maresidence.fr, nous avons fait un partenariat entre Eiffage Immobilier et pour développer cet outil sur un certain nombre d'opérations, en particulier en Ile-de-France. Et donc, ça a facilité les rapports pendant toute cette phase entre la signature du contrat de réservation et la livraison du logement, pendant la livraison du logement et ensuite entre l'acquéreur, ça pouvait être, ça a été parfois un bailleur social, et le promoteur. Très bien. Et l'entreprise, puisque nous sommes aussi constructeurs dans les mêmes opérations. Et de la même façon, les outils, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, les tablettes qui permettent, notamment lors des états des lieux, mais aussi lors des opérations de réception, de pouvoir traiter très rapidement, de diffuser l'information à nos sous-traitants ou à nos équipes, de pouvoir agir en toute transparence auprès de l'acquéreur, que ce soit une acquisition en bloc par un bailleur social ou un particulier. Ces outils-là ont facilité la relation. Ça a créé beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de... Alors, tout n'est pas idéal aujourd'hui, hein. Je ne dis pas que nous sommes dans un monde de bisounours, mais je constate en tout cas que la digitalisation des processus et de l'information, elle a permis une plus grande réactivité, une plus grande obligation. Quand vous avez une entreprise qui reçoit quelque chose et qui doit s'organiser, elle va privilégier les choses qui laissent des traces. C'est clair.
Et ces outils laissent des traces, au niveau contractuel, vous obligent. Et toutes ces démarches-là ont contribué à une meilleure prise en compte de l'attente client. Et ça, ce qui est très important, hein, c'est dans notre relation. Notre relation devient partenariale, mais néanmoins, les bailleurs sociaux dont vous parlez sont des clients. Et cette satisfaction que nous devons leur offrir, tant en termes de promoteurs qu'en termes de constructeurs, y compris pour la réhabilitation, elle est fondamentale. Et les outils nous aident beaucoup. J'aimerais signaler un deuxième outil sur lequel je fonde beaucoup d'espoir. Nous venons de démarrer à Toulouse une réhabilitation pour le groupe ICF. Et nous avons un partenariat avec une start-up qui s'appelle Avis Locataire, et dans laquelle nous avons, sur la base de l'outil qu'ils avaient développé, qui est un outil de digital qui permet, dans la relation entre l'entreprise, le bailleur et l'occupant, de pouvoir avoir une meilleure traçabilité des actions, de la satisfaction client et tout ça. Eh bien, nous sommes en train, avec Avis Locataire, de développer un outil complémentaire qui va nous aider encore plus, qui va aider en particulier le conducteur de travaux sur les opérations de rénovation en site occupé pour pouvoir être beaucoup plus performant, pour pouvoir objectiver sa relation et faciliter la relation avec l'occupant. Aujourd'hui, il ne se trouve pas une seule famille sans qu'il n'y ait pas un portable. Le SMS est une chose. Aujourd'hui, l'ordinateur n'est pas rentré dans toutes les familles. En particulier, on le sait, il y a 20 à 30% des ménages dans le monde HLM, c'est le chiffre qu'on m'a donné un jour, 20 à 30% qui ne sont pas équipés d'ordinateur, mais 100%, quasiment 100%, 99,9% sont équipés d'un téléphone. Et ces outils-là sont des outils qui vont justement, qui nous aident. Et donc, on progresse tous les jours. Il y a beaucoup de startups et ces startups ont des idées formidables. Très bien, merci Monsieur Maé. Je vais m'adresser collégialement à nos bailleurs sociaux qui sont sur ce plateau virtuel. Est-ce qu'il y en a un qui veut réagir? Est-ce qu'il y a des personnes? Voilà, Monsieur Van Overschelde, je vous invite à réagir au propos de Jean-Pierre Maé sur cette relation entre finalement le bailleur que vous êtes et puis le constructeur. Vous avez besoin de logements, vous en faites construire je ne sais pas combien par an, mais voilà. Oui, alors c'est vrai que les relations entre les prestataires, les partenaires économiques en fait et l'organisme ont beaucoup changé et sont considérablement dématérialisés en fait dans les dernières années, hein, dans les 5 dernières années, je dirais. Il y a une accélération vraiment très très rapide. C'est passé par la dématérialisation de la passation des marchés publics. Donc aujourd'hui, on est doté évidemment de tout l'outillage qui nous permet de passer les marchés publics de façon complètement dématérialisée et donc aussi de signature électronique, donc d'engagement en fait par des systèmes certifiés de la signature électronique. On met en place des plateformes d'échange sur les données, c'est-à-dire qu'on partage aujourd'hui des données sur notamment d'exploitation, hein, quand on a un prestataire qui fait l'entretien des parties communes ou qui fait les travaux en fait dans les parties communes ou les parties privatives, on partage en fait les éléments et les données. Il y a également la dématérialisation des factures, puisqu'aujourd'hui en fait les factures elles sont complètement dématérialisées également. En fait, ce qu'on voit, c'est que les partenaires économiques, les prestataires, sont des apporteurs de données en fait, comme notre propre patrimoine, puisque en fait les données qu'ils vont nous apporter vont nous aider à orienter nos décisions et vont s'agréger à l'ensemble des éléments en fait de notre base de l'ERP, que ce soit les données sur les diagnostics techniques, donc amiante ou pas d'amiante. Donc le fait qu'on ait bien recensé l'amiante dans le bâtiment, ça va permettre d'avoir un ordre de service plus ajusté. Ça va permettre aussi à l'entreprise de préparer les équipes et d'avoir les équipes adaptées et les modalités d'intervention terrain adaptées. Et donc, globalement, on est vraiment dans une... J'aime bien l'idée de plateforme qu'évoquait Philippe tout à l'heure. C'est qu'on partage des données en fait qui servent à chacun. Hein. Et puis, nous, de notre côté, on a mis récemment en place un système d'enquête à chaud près de nos locataires et de nos collaborateurs dans l'optique d'améliorer encore notre performance technique, notamment dans la remise en état des logements,
mais également dans les interventions au domicile. Et donc, on envoie, par sondage, on envoie systématiquement 20 jours après l'intervention un mail ou un SMS en fonction de la nature qui permet en fait aux locataires de noter et aux collaborateurs aussi de noter la réalisation, est-ce que les délais ont été tenus, est-ce que la relation a été bonne, est-ce que l'entreprise a été appréciée, etc. Et on voit là qu'on a un taux de réponse qui est très élevé, hein, plus élevé que dans d'autres secteurs d'activité. Le logement social, visiblement, là, et parce que ça touche au logement, et que le logement, c'est ce qui héberge la famille, donc c'est vraiment ce qui est, c'est un problème de sécurité. Donc les gens ont besoin, en fait, et sont très impliqués dans la gestion dans leur logement. Donc il y a un taux de réactivité et de réponse très élevé. Et aujourd'hui, on en est à mesurer effectivement l'appréciation comparée des différents intervenants prestataires économiques. Donc, j'ai des notes aujourd'hui sur l'ensemble des intervenants, des entreprises qui interviennent. Et donc, ça va me permettre d'engager un dialogue avec les partenaires économiques et les entreprises pour comment faire pour améliorer leur score. Comment se fait-il que telle entreprise est systématiquement en retard? Alors, bien sûr, on peut dire, on peut appliquer les pénalités liées au marché, mais ça peut être chronique. Et donc, il faut trouver avec l'entreprise des solutions pour qu'elle s'améliore. Et puis, là où on a encore de très importants progrès à faire, et que permet la digitalisation, y compris la bonne connaissance de notre patrimoine, et donc on revient sur le BIM et la collecte des données, hein, tout ça c'est cohérent. Gros progrès attendu, c'est sur l'information préalable des locataires. Aujourd'hui, quand une grande chaîne de vente par correspondance qui commence par A et qui finit par zone vous livre quelque chose, vous savez 5 minutes avant que le livreur arrive qu'il est au bout de votre rue, parce que vous l'avez sur votre smartphone, vous pouvez le suivre. Vous êtes prévenu en temps réel quasiment de son avancée dans la journée. Aujourd'hui, nous, on n'est pas capable de prévenir le locataire que le plombier va arriver dans 5 minutes. On lui dit, prenez votre journée. Et quelquefois, le plombier ne vient pas. Donc, il prend une deuxième journée. Vous voyez? Donc, on a de gros progrès à faire dans la satisfaction client. Et ça, c'est la digitalisation doit nous permettre ça. La digitalisation, c'est surtout l'utilisation des données numériques qu'on a collectées, en fait. Très bien. Merci beaucoup, M. Van der Warschel. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ces propos ou ajouter un complément? Oui, Madame Abécassis, vous écoute. Et surtout, faire rebondir parce que Philippe Rémillon l'a dit très rapidement et pourtant c'est en introduction et c'est quelque chose de fondamental. Là, il y a beaucoup de startups qui présentent leurs produits. On est client d'une partie de ces solutions. Mais on a tous, on est dépendant de RP. Donc, il y en a 3, 4 sur le marché. Et autant on a des startups ultra agiles d'un côté, autant parfois, moi j'ai connu 2 des 3, donc ils sont tous extrêmement professionnels, mais voilà, l'agilité n'est pas forcément leur fort, et de plugger, d'adapter toutes ces solutions informatiques. Le rôle du DSI, il voit au fur et à mesure des solutions arriver, et à chaque fois la question c'est comment ça va s'intégrer dans le système global, parce que quand même toutes nos données pour l'instant elles sont dans cette ERP, donc l'ouverture de l'ERP c'est vraiment un point fondamental. Il y a des clubs utilisateurs, mais c'est quand même assez frappant, à la fois l'extrême concentration et le quasi-monopole de 2-3 sur le marché des bailleurs, avec la multiplication des solutions apportées par des startups innovantes. Et l'autre point aussi, c'est la pérennité des données. Parce que là, pour l'instant, on a livré notre bâtiment avec une maquette BIM. On a les outils pour consulter. Dans 10 ans, dans 15 ans,
la pérennité de ces outils. On n'a jamais produit autant de données, mais c'est des données qui sont sur du support, qui n'ont jamais été aussi fragiles. Enfin, on a encore les hiéroglyphes égyptiens, mais en revanche, on ne peut plus lire les CD quand on était ado, et je ne suis pas si vieille que ça. Vous avez raison, il faut faire attention, très attention à ça. On en parlait d'ailleurs avec M. Degardin ce matin à la conférence d'ouverture de la normalisation, de la norme des données et du fait qu'on puisse effectivement les faire vivre sur le long terme. On parlait tout à l'heure de bâtiments qui vont avoir 80 ans, 100 ans de vie sans aucun problème. Enfin, c'est tout à fait le standard et il va falloir pouvoir y accéder encore longtemps. J'ai quelques questions qui m'arrivent, je vais vous les retransmettre. Il y en a une spécialement pour vous, Monsieur Le Gonin. Il y a quelqu'un qui nous demande « Quels outils logiciels utilisez-vous pour gérer votre base patrimoniale chez Habitat 76 ?» Alors, chez Habitat 76, on a opté sur l'outil Habila développé par l'ABO. Et derrière, on a un suivi de processus BIM qui se fait avec un outil métier qui ne lit que de l'IFC, donc la norme générique du BIM, qui s'appelle Solibri. Très bien. Ben voilà, vous avez répondu à notre internaute qui nous posait cette question. D'une manière générale, est-ce que... oui, monsieur Romignon, je vous écoute. Vous vouliez dire un petit mot? Ouvrez votre micro. Ouvrez votre micro. Voilà, on vous entend. Donc, je disais qu'effectivement, vous voyez qu'on rentre tout de suite sur quelque chose d'hyper professionnel, hyper spécialisé, quoi. Donc, c'est bien ce sur quoi insistait Fabienne avec Assis tout à l'heure, c'est que, et qu'en est-il de nos ERP? Voilà, c'est un gigantesque problème et pour l'instant, on n'en voit pas, j'allais dire, de solution agile. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de vous interpeller tous sur le recours que vous avez? Vous savez que cet événement Digital Habitat est organisé par 32 startups, sociétés innovantes au service de vos métiers. Quel recours vous avez, quelle expérience vous avez de contact, de travail avec ces startups? J'imagine que ce sont des gens qui vous démarchent, qui vous proposent des solutions très innovantes, très nouvelles et qui peuvent être un peu déstabilisantes parfois pour vous, pour les gens qui vont les utiliser, et au contraire qui peuvent et même la plupart du temps, je le souhaite, se révéler tout à fait utiles. Est-ce que quelqu'un peut me dire un petit retour d'expérience? Monsieur Van Averschelde. Oui, plusieurs retours d'expérience même, puisqu'on a testé beaucoup de choses. Il y a déjà quelques années, j'avais essayé de mettre un outil d'aide à la décision avec géolocalisation de l'ensemble de nos données. Et puis la difficulté d'interfaçage et surtout d'aller-retour des données entre notre ERP et la solution innovante qu'on avait déployée, en fait, n'a pas permis. On pouvait bien extraire les données, mais on ne pouvait pas les rapatrier dans l'ERP, et du coup, ça perdait quand même beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, on a, nous, expérimenté, et en expérimentation, et c'est même plus que de l'expérimentation, c'est maintenant en exploitation, deux sujets qui ont été externalisés, enfin qui ont été sortis de l'ERP. C'est notamment tout ce qui est tableau de bord de pilotage. On a une solution qu'on a appelée en interne API, et qui est développée par la société Tucantoco et qui fait vraiment qui nous permet vraiment de suivre les indicateurs clés, les KPI, ce qu'on appelle de performance de l'entreprise, et d'avoir un reporting quotidien. Et c'est un outil de pilotage de l'activité en fait de nos collaborateurs. Par exemple, on y a la vacance des logements en temps réel. Et donc, ça veut dire que les gardiens sont acteurs en fait de la vacance et surtout de reprendre en main les logements qui seraient vacants. Les responsables de secteur participent et puis ils peuvent piloter leurs gardiens sur ces informations-là. Et du coup, on compte réduire effectivement le taux de vacances et donc améliorer la performance économique, évidemment, qui s'ensuit. C'est pour illustrer des choses très concrètes qu'on n'a pas pu développer dans notre ERP. En plus, on est dans un GIE informatique et un autre, c'est un quatrième peut-être, ERP dans le milieu des HLM, qui effectivement
n'était pas en mesure en fait de nous donner ces outils d'aide à la décision dont on avait besoin au quotidien pour le pilotage de l'activité. Mais ça peut fonctionner et cette application-là est vraiment très très efficace. Merci, Monsieur Damien Van Overschelde. Karine Julien de Polylogie, ce matin, à la conférence d'ouverture, nous disait que le recours à un logiciel, enfin une application particulière, avait réduit à 0,3% leur taux de vacances logement sur plus de 100 000 logements. Ça paraissait en effet important. Quelques questions qui nous arrivent et auxquelles vous pouvez répondre en levant le doigt. Je vous vois tous. Si vous avez envie de répondre, n'hésitez pas. Comment avez-vous fait adhérer vos équipes au digital, vos partenaires, vos clients? Voilà, on parle de CRM, de signature électronique, de paiement en ligne. Comment est-ce que vous avez fait adhérer vos équipes au digital? Qui veut répondre à cette question, d'emmener les équipes, d'emmener les collaborateurs? Madame Abekassis, et puis après Monsieur Van Overschelde. Enfin, en tout cas, en ce qui existe on a un centre d'appel et les gardiens utilisaient les tablettes. Enfin, c'était vraiment une attente forte de la part du personnel de proximité parce que justement, on est loin d'être les premiers. Hein. Je viens d'un organisme où c'était déjà en œuvre depuis quelques temps. Donc voilà, quand je suis arrivée à Logirad, je n'ai pas eu l'impression forcément de faire un grand bond en avant. C'était plutôt dans le genre, on voit ce qui se passe ailleurs et nos tablettes et nos tablettes. Quoi. Exactement. On veut les tablettes. Bon, ils ne savaient pas exactement ce qu'il fallait mettre dans les tablettes, mais voilà, c'était une attente forte. Donc, même si après, l'un des collègues l'a dit, bon, il y a certains personnels qui voilà, ont pas envie, ont pas la facilité, et puis qui préfèrent être sur quelque chose de plus manuel. Hein, mais sinon, il y a une grande majorité, ils attendaient vraiment ça avec impatience. Donc, du coup, l'accompagnement, là, il est plus facile. Hein, et ce qui a été un peu plus compliqué, et on a encore un peu de résistance, c'est sur l'application locataire. Là, du coup, c'est le positionnement, c'est quoi mon rôle demain avec une application locataire où il y a un lien un peu plus direct. Très bien. Monsieur Van Overschelde? Oui, pour aller en fait dans la continuité de ce que dit Fabienne, c'est moi le premier constat que j'ai fait, c'est que la plupart de nos collaborateurs utilisent dans la vie de tous les jours des outils digitaux et que finalement l'entreprise dans laquelle ils travaillaient ne leur permettait pas de les utiliser à la même vitesse ou pas autant. Donc il y avait pendant longtemps, on trouvait au bureau entre guillemets des outils technologiques supérieurs à ce qu'on pouvait se payer à la maison, et actuellement c'est l'inverse. Hein. Et donc je pense que l'appétence des collaborateurs pour utiliser ces outils est incontestable. D'autre part, on les a fait co-construire la première application de gestion de la relation client et de traitement de la réclamation. On a mis dans une espèce de bocal, enfin de séances de travail en fait partagées, de groupes de travail de construction, une vingtaine de collaborateurs, du gardien au cadre, pour co-construire en fait cette application d'enregistrement des réclamations. Et à partir de là, en fait, ils sont aperçus effectivement du potentiel dans l'exploitation courante. Ensuite, on a également redonné, et ça c'est intéressant puisqu'on est vraiment une entreprise à mission en fait, hein, dans le logement social. Notre vocation, c'est de loger les gens qui en ont besoin. Donc, sur ce thème-là, tout le monde a bien compris que quand un logement est vacant, il y a une famille qui est à la rue. Et donc, tout le monde a intérêt finalement à réduire, par exemple, la vacance. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'application API. Tout le monde a envie de participer à la réduction de la vacance parce qu'il sait que c'est conforme à la vocation de l'office. Et donc, on a donné en fait à chacun les moyens de mesurer la performance, sa performance à travers les outils digitaux et sa contribution en fait à l'effort collectif. Et c'est ça qui a entraîné en fait et qui a fini de faire adhérer l'ensemble des collaborateurs à ces outils.
Très bien, merci beaucoup pour ces sujets. D'autres témoignages nous amènent, enfin témoignages, questions, et c'est vrai que vous avez été 3 tout à l'heure à évoquer les ERP, ces logiciels de gestion intégrés, et vous n'êtes pas les seuls à constater qu'ils peuvent être un frein à la digitalisation aussi, très paradoxalement. Très compliqué à faire bouger les éditeurs historiques des ERP. Nous souffrons tous de leurs inerties à vouloir ou pouvoir ouvrir leurs solutions, nous dit quelqu'un. 100% d'accord, renchérit un autre. Les ERP sont un vrai élément bloquant de l'innovation chez les bailleurs. Donc là, ça devient un peu plus grave. Est-ce que c'est un sujet dont on va pouvoir s'emparer? Est-ce que les éditeurs de ces logiciels vont ouvrir leurs standards? C'est une question. Merci pour vos propos sur le BIM en construction et gestion locative, mais utilisez-vous le BIM en démolition ou déconstruction sélective de vos ouvrages? Si oui, comment? Est-ce que l'un d'entre vous est concerné? Olivier Le Gonin, ouvrez votre micro et on vous écoute. Alors, sur le BIM, on n'a pas eu encore l'occasion véritablement de le faire sur la démolition. C'est aussi une question d'opportunité. On n'a pas démoli dernièrement et donc on n'a pas utilisé nos données. Mais plus largement, je pense qu'il faut qu'on se pose la question de l'analyse de cycle de vie de nos bâtiments. Et donc, de toute manière, on sait très bien que la maquette numérique qui va nous permettre de cartographier complètement notre bâtiment, de le quantifier et de déterminer correctement ses composants, nous permettra de toute manière de réaliser des démolitions avec des audits simplifiés et des démolitions avec une proportion de recyclage et de voies de valorisation des déchets plus performantes que ce qu'on faisait peut-être auparavant. Donc, on ne l'a pas pratiqué pour l'instant, mais je reste convaincu que ça servira grandement la cause à l'avenir. Olivier Le Gonin, vous pouvez peut-être répondre à cette autre question. Avez-vous des retours sur investissement chiffrés sur le BIM neuf et le BIM gestion, exploitation, maintenance? C'est la grande question. Malheureusement, non. Hein, je le dis avec beaucoup d'humilité. On aimerait bien pouvoir avoir une réponse déjà en poche sur cette question-là. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le processus de déploiement d'une stratégie digitale, patrimoniale, s'inscrit dans un temps relativement long et il faudrait pouvoir comparer une pratique qui maintenant n'est plus actuelle, une pratique de gestion patrimoniale qui remonte à peut-être 10 ans, avec une pratique à venir dans 5, 10 ans. Donc, 2 sujets très différents et des grosses difficultés, sincèrement, pour pouvoir apprécier ça. On a des pressentiments, on voit qu'on va gagner du temps sur certains sujets, mais on n'a pas fait l'exercice de l'évaluation quantitative et financière et sa valorisation. Mais si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Alors, est-ce que quelqu'un a un complément, Monsieur Remignon? Moi, je pense que ce sont des passages obligés, au sens où, de toute façon, les nouveaux collaborateurs qui arrivent sont jeunes et ils n'imaginent pas retourner à la planche à dessin, aux fichiers papier, aux archivages souterrains sur des kilomètres. Donc, de toute façon, le retour sur investissement ne se pose pas comme ça. Il faut aussi continuer à attirer des talents, des jeunes talents et le passage, j'allais dire, à tout ce qui est leur environnement, à ces publics digital natifs, comme on dit, est obligatoire. Après, derrière, de toute façon, on pressent bien que ce sera plus pratique d'avoir que des archives numériques, des dossiers clients numériques, des dossiers patrimoine numérique. On le pressent, mais devoir maintenir les deux en parallèle pour se dire, ben, vous voyez, il y en a un qui est plus pratique que l'autre, c'est juste aberrant. Donc, on est obligé, quelque part, de faire le pari que, de toute façon, sur le moyen terme ou sur le long terme, on va s'y retrouver. Merci beaucoup, Monsieur Remignon. Ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Je vous remercie tous les 6 d'y avoir participé, d'avoir pris le temps ce matin de vous retrouver sur cette table ronde entièrement numérique, digitale elle aussi, mais finalement assez chaleureuse. Fabienne Abécassis, Patrick Comte, Olivier Le Gonin, Damien Van Voorschelde, Monsieur Jean-Pierre Mahé et Philippe Remignon. Merci à tous les 6. Merci à tous. Une excellente journée, une bonne suite.
Cette table ronde s'achève. C'est la suite de Digital Habitat cet après-midi à 13h30. 13h30 avec la table ronde numéro 3. Passer de l'exploitation à la valorisation du patrimoine, le digital, quelles opportunités? On en discutera là aussi avec constructeurs et bailleurs sociaux. Ce sera très intéressant. Voilà, je vous souhaite un excellent appétit si vous êtes sur le point de prendre un petit repas. Et je vous retrouve avec toute l'équipe de Digital Habitat à 13h30. À tout à l'heure. Merci.